Allez. Reprise sur les chapeaux de roue avec notre grand ami Jacques Mayol. Bienvenue. Merci. Et vraiment, Patrice, n'exagère pas. Ce sont des amis de très longue date. Patrice, il y a au moins 25 ans. Ça ne te rajeunit pas. Claude, un peu plus jeune, je l'ai rencontré au Japon, entre Tokyo et une île magnifique, Ogasawara. À cette époque, c'était un vrai yogi. Il était toujours en costume de bain. Jamais pensait-il qu'un jour il allait s'empêtrer dans des complications de ce genre, de paperasserie. Je l'admire pour ça. Jamais j'aurais pu faire ça. D'ailleurs, si je suis venu ici, c'est pas pour donner des airs d'intellectuel et parler des dauphins tellement sur un plan de... Tu vises qui, là? Voilà, voilà. Je veux parler un peu des dauphins, naturellement, mais émotivement. Je commence à ne plus croire tellement en l'intelligence humaine, l'intelligence cérébrale. Non, je ne plaisante pas. Je crois beaucoup plus dans les sens, dans l'intuition, dans l'instinct. Nous avons perdu là une chose fondamentale à force de vivre séparés de la nature. Nous avons perdu notre instinct. Et ça, c'était tellement important. Bien, donc, ce soir, je suis habitué à la soirée. Quand il n'y a pas de lumière, je l'appelle ça le soir. Aujourd'hui, nous sommes entre copains. Et il faut que vous soyez détendus, relax, comme le sont les dauphins. Ok. On est, comme on dit à Marseille, à la bonne franquette. Donc, avant tout, on va s'amuser. Et on va tâcher, tout en s'amusant, de parler de choses un peu sérieuses. D'accord? Alors, moi, vous me posez 2-3 questions. Moi j'ai tout de suite envie de lancer la course. C'est quoi l'intelligence? Parce que c'est une question qu'on pose tellement de fois, tu vois. Qui est plus intelligent, les dauphins? Moi, je dis, c'est pas ça qui compte. N'entrons pas là-dedans. Pour finir... Ouais. Voilà oui, quoi. Oui. C'est quoi l'intelligence pour toi? Je sais. Non, à ce moment-là, tu cherches à définir. Moi, je dis une chose très simple. La vie n'a pas besoin d'être définie par des mots. Elle a besoin d'être sentie, ressentie avant tout. Vous êtes d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Et c'est vrai que toi, tu as eu la chance d'être né dans, je sais pas pourquoi, dans cette... Je suis né parce que, comme tout le monde, mon père et ma mère ont fait l'amour un jour. Et ils ont fait ça en Chine, à Shanghai. Ils ont fait ça en Chine, oui. En plus, un 1er avril, imaginez-vous. Alors, vraiment, je peux pas me prendre au sérieux. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai jamais comprises dans Le Grand Bleu, parce que Besson t'a acheté ta vie, n'est-ce pas, un jour? Il l'a dit. Non, attention, j'aime pas ce mot acheter. Non, c'est vrai qu'il te l'a volé, oui, pardon. Non, je veux pas dire de mal de lui, mais il avait un scénario extraordinaire, un personnage qui naît en Chine, enfin c'était... Alors que là, Exactement, je suis d'accord. Il n'a pas su l'exploiter bien, ça. Tu n'es pas exactement... Un jour, j'ai vu... On est allé voir le Grand Bleu avec Jacques, et c'est pas du tout... Jean-Marc Barr joue un personnage tout à fait sympa. Beaucoup de jeunes filles, d'ailleurs, sont tombées amoureuses de lui. Ce qui fait, d'ailleurs, que Jacques, de temps en temps, disait « Finalement, je suis un peu comme ça, ouais. » Non, il n'y a aucun doute que je suis pas. Mais en réalité, c'est vrai que, Jean-Marc Barr, effarouché par la première nana qui se pointe, c'est ça dans le film, tu te rappelles? Il rougit tout de suite. Bon, c'était pas tellement ton genre. Non, tu es beaucoup plus dauphin de ce point de vue-là. Voilà, et les dauphins, tu sais, ils aiment bien ça. Hein? Ils aiment bien la quiquette, les dauphins. Bon, mais trêve de baliverne, c'est vrai que... à propos d'inspiration, de ressenti, d'intuition, tu en as eu beaucoup. Là, je le dis sans flagornerie, parce que dans Homo Delphinus, qui est un livre qui est paru très très tôt, bien avant qu'il y ait un engouement... Enfin, il y avait eu l'engouement Cousteau, mais l'engouement Cousteau, c'est vraiment une étape avant. Donc Cousteau, il nous a appris à aimer les mérous, les pieuvres, les requins. Il n'a pas il n'y a pas eu tellement de travail sur les dauphins. Toi, sur le dauphin, très tôt, dès les années 50 en fait, et dès les années 70, tu parviens à faire une synthèse qui est très peu connue en France.
Homo Delphinus, c'est un livre qui a été publié en Italie, alors que tu es né en Chine, mais tu es d'ici. Écoute, c'est tellement compliqué que j'en arrive à être un peu comme Rick O'Barry disait hier, tu te rappelles? Il disait que il y a des gens en Europe, surtout, qui parlent plusieurs langues. Quelqu'un qui parle 3 langues, c'est un trilingue, c'est ça qu'il a dit. Quelqu'un qui parle 2 langues, c'est un bilingue. Et quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue, c'est un américain. Oui, c'est ce qu'il disait. Moi, à un moment donné, j'avais cru être un peu polyglotte. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un pêcheur marseillais, que je connaissais depuis des années. Nous faisions connaître Fanny, une dauphine qui était dans le port de Marseille. Il y avait une bande de journalistes sur le bateau et je passais un peu d'une langue à l'autre, disant. Et il me fait, oh, monsieur Mayol, je ne savais pas que vous étiez un véritable troglodyte. Alors, voyez-vous, considérez-moi plutôt comme un troglodyte qu'un faux intellectuel. Donc, tu ne vas pas nous parler de la respiration cellulaire, tout ça, du métabolisme basal des mammifères marins. Ça, c'est tous des aspects qui sont bien étudiés dans le Homo Delphinus. Tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui? Je vais vous parler de choses agréables, de nos rapports profonds du cœur et de l'âme avec nos amis les dauphins. Et comme effectivement, je n'ai qu'une heure et j'aime pas faire trop traîner les choses, j'aime pas abuser. Moi, j'aimerais avoir une journée entière. J'ai des centaines pas des centaines de kilomètres, mais j'ai centaines de mètres de films intéressants à vous faire voir. Mais à la dernière minute, quand Claude m'a dit, allez, il faut que tu viennes quand même. Tu te rappelles? J'ai dit, écoute, je viens, mais je ne suis pas certain de pouvoir amener assez de matériel. Je ne sais pas quel matériel amener. Alors à la dernière minute, on a improvisé et j'espère que ça va marcher quand même. On va commencer, parce que les gens m'aiment bien écouter parler, mais il y en a qui parlent beaucoup trop avant moi. Il y en avait un qui... Enfin, je ne veux pas rien dire. Sympa. Alors, voyons un peu des images, d'accord? Les images, ça parle mieux que les mots. Alors, je vais vous présenter d'abord, puisque c'est une conférence, entre guillemets, sur les dauphins, les baleines, les mammifères marins, et surtout les hommes, les femmes, les Homo Delphinus, appelons-les. Okay? Donc, il est normal que je vous présente 3 copains, mais pas 3 copains à 2 pattes, 3 copains avec une nageoire caudale. Le premier, ça va durer quelques secondes seulement, c'est Jojo. Jojo, c'est un dauphin que j'ai connu il y a 17 ans, dans les îles Caicos. Les îles Caicos, c'est dans les Bahamas, disons, au nord d'Haïti, et je suis résident, surtout au point de vue fiscal, dans les îles Caicos. Alors ça, c'est compliqué l'histoire. Je suis résident là-bas légalement, mais j'habite aussi le Japon et je veux souhaiter la bienvenue à tous mes amis japonais qui sont ici. Nihongo, ça y est, j'ai déjà oublié. Je parle très mal de japonais. Je suis un peu ému, voilà pourquoi. Donc, Jojo, que je connais depuis 17 ans, et vous verrez, mon approche envers les dauphins est très différente de celle d'un nageur ou d'un plongeur normal, ok? Je parlerai très peu, ce sont juste quelques images. On les envoie. Après ça, je vous montrerai, oui, parce qu'il n'y a pas de coupure. Après ça, je vous montrerai, je vous présenterai 2 autres dauphins, Bimini and Stripe, que certains connaissent peut-être pour les avoir vus dans d'autres films, qui sont des dauphins en réalité semi en captivité et semi-esclaves. Allons-y, Jojo, éteignez les lumières, s'il vous plaît. Voilà, Jojo adore certaines personnes, et moi, il me reconnaît, mais je ne vis pas toute l'année là. Quand ce film a été tourné, il y a déjà 7 ans de ça, et il ne m'avait pas vu d'au moins 3 ou 4 ans. Et vous allez voir qu'il hésite un peu. Ça, c'était mon gimmick, ma façon de me présenter à lui. Au lieu de nager après lui, je me mettais une dizaine de kilos de plomb, et je restais assis au fond, et j'attendais. Et vous allez voir ce qui se passe en général. Il essaye de venir mettre son sonar sur mon corps. Ça a été pris par un amateur. Au moment même où il mettait son rosse sur mon cœur, le type a changé de plan. Vous allez voir, c'est très beau. Il faut les laisser venir à vous. C'est comme les femmes, d'ailleurs. Il ne faut pas leur courir après. Laissez-les venir à vous. Ça va? Il n'y a rien à dire, là.
dommage. C'est toujours comme ça. Je vous dis, c'est un amateur qui a tourné ça avec une petite caméra. Mais c'est tellement vivant, c'est tellement beau. Et Jojo est vraiment exceptionnel. Si jamais vous allez au Caicos, tâchez de le rencontrer. Il est devenu un peu prima donna, entre parenthèses. Une gueuse sophistiquée pour pouvoir plonger à un peu plus de son, s'il vous plaît. Avec un dauphin sauvage. Ça, c'est extrait d'un film de Canal+, il y a quelques années. J'ai pu réaliser ce rêve. Mon rêve de dauphin. Ma vision de l'Homo delphinus commence enfin à prendre forme. Naturellement, vous demandez combien de mètres? Environ 35. Tournez au Caicos. Bien, quelques secondes de plus avant de commencer la deuxième partie, s'il vous plaît, messieurs les techniciens, que je puisse dire un petit quelque chose au sujet de Rimini and Stripe. Très rapidement, Bimini and Stripes ils vivent toujours, deux dauphins originaires de Marineland, mais qui ont été sous un programme de remise en liberté temporaire par un grand centre des Bahamas, Freeport, Grand Bahama. Peut-être que quelqu'un parmi vous sont allés dans cette région et connaissent ce coin, Freeport. Et il m'était venu l'idée. J'avais toujours voulu, comme je l'avais dit dans ce film, faire une grande descente en apnée, peut-être à 100 mètres, avec au moins un dauphin. Mais c'était pratiquement impossible. J'ai cherché partout le dauphin juste, les circonstances justes, les sponsors qu'il fallait, parce que ça coûte une fortune pour organiser des choses de ce genre. Et je suis revenu donc à mes premiers amours, qui étaient l'Unexo de Freeport, aux Bahamas, où j'avais en 1966 fait une grande descente à 60 mètres en libre, sans gueule, sans rien, juste en apnée libre, palme, remontée, 60 mètres. C'était pas mal à l'époque, en 66. Maintenant, les jeunes atteignent 80 mètres. Bien. Et l'organisation, j'avais dit, voilà, vous avez les dauphins ici. Pardon, en 80 mètres en libre. Sans gueuse. Sans gueuse, juste en libre. Poids. Descendre comme ça et remonter comme ça. Mais je ne vais pas me lancer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que le constant, le variable, le no limit? C'est devenu trop compliqué. Maintenant, il y a toutes sortes de records. On n'y comprend absolument plus rien. D'ailleurs, puisque je parle de records, j'affirme maintenant que tous ces records ne sont plus tellement valables du point de vue sportif. Il n'y a qu'une seule organisation au monde qui aurait pu reconnaître les records de plongée profonde, même à l'époque où Enzo et moi-même le faisions. C'est le comité international olympique, le comité olympique international. Le seul qui peut gérer et homologuer toutes sortes d'activités de performance humaine physique. Or, l'apnée, au point où nous en sommes, vous vous rendez compte que ces jeunes maintenant font de 7 à 8 minutes d'apnée immobile en piscine. Umberto, qui est un peu mon élève, mon disciple, a fait 150 mètres. C'est impensable, avec une gueuse. Pour moi, ces activités, ces performances, ces exploits, disons-le, sont quand même valables du point de vue, disons, physiologique, sans entrer dans les grands termes scientifiques, mais ils démontrent que l'homme a vraiment contient en lui, c'est ça qui me plaît, contient en lui le dauphin. Il a presque les mêmes possibilités que le dauphin. Mais d'en faire des sports compétitifs, genre bicyclette, ping-pong et tennis, moi, ça ne m'intéresse absolument plus.
Donc, j'en reviens. J'ai été le premier fautif, puisqu'avec Enzo, il y a tant d'années, nous le faisions entre nous, mais à grande distance, jamais le même jour. Comme mal représenté dans le film Le Grand Bleu, qui a fait beaucoup de mal. Ce film a fait beaucoup de mal à l'apnée. Donc, je suis revenu aux Bahamas, à Freeport, et ils m'ont dit, mais si tu veux faire quelque chose avec un dauphin, nous on a une douzaine de dauphins ici, il y en a 2 qui sont des dauphins très, très espiègles, très extravagants. On les laisse partir comme ça, parfois 2 jours, ils reviennent, ils vont flirter avec toutes les dauphines sauvages, mais ils aiment bien revenir dans leur hôtel de première classe, 5 étoiles. Et ils m'ont dit, ma foi, c'est peut-être pas des dauphins en liberté absolue, mais au moins tu pourras le faire physiquement. Ça a été tellement compliqué, échelonné sur 1 an, des périodes de 2-3 jours, parce qu'il faut qu'ils fassent du fric, ces gens-là, n'est-ce pas? Ces dauphins sont des dauphins qui rapportent de l'argent aux hôteliers. Mais j'ai quand même pu jongler, et je suis arrivé quand même. Mon but, c'était de descendre à 60 mètres avec Bimini and Stripe pour évoquer ma première plongée en apnée à 60 mètres en 1966. Ces expériences avec Freeport se sont faites il y a 5 ans. J'avais 67 ans. Pas mal. Et Bimini and Stripe, donc au début, était très réticent parce que tout ce qu'ils voulaient, eux, c'est d'aller s'amuser avec les touristes, les plongeurs en scuba, qui payent beaucoup d'argent pour aller plonger 15 minutes avec les dauphins, et d'aller dans le Grand Bleu, ça ne les intéressait pas du tout. Ils en avaient même peur. Parce que c'était des dauphins, à l'origine, pris au Mexique, mais qui avaient vécu en captivité. Bien. Donc, il a fallu énormément de patience, et même, je dirais, d'amitié, et même d'amour. Car j'ai dit à ces 2 dresseurs de dauphins qui faisaient ça uniquement pour du fric, dis-moi, je veux leur jouer de la musique. Je veux que ces dauphins comprennent que s'ils font ça, c'est pour être avec moi. Pour comprendre que moi, en tant que petit être humain de rien du tout, j'aimerais être comme eux. J'aimerais qu'ils sentent que je veux leur donner quelque chose. Peut-être leur inspirer de nouveau le feeling de liberté totale. Et au bout de presque 1 an, ma compagne, qui n'est plus véritablement ma compagne, mais nous travaillons toujours ensemble, Patricia Sims et moi, qui est ici présente et qui vous montrera un film demain, nous avons réussi ce tour de force aux États-Unis, enfin presque. Les Bahamas, c'est presque les États-Unis, le dollar est roi, de pouvoir s'entraîner à intermède entre des voyages au Japon, partout ailleurs dans le monde, et finalement, vers Noël 1994, de faire une descente avec Bimini and Stripe, non pas à 60 mètres comme prévu, il y a eu toutes sortes d'autres complications, mais à 45 mètres. C'est déjà pas mal quand même. Dans le bleu total, sans référence, très dangereux, sans plongeur auxiliaire qui aurait pu nous sauver, parce que si les dauphins ne me remontaient pas, je ne remontais pas non plus. Hein. Et vous allez voir ça, voilà. Et c'est Patricia qui a fait ce montage. Nous avions toutes sortes de caméramans, y compris des amis japonais, qui filmaient au fur et à mesure de l'entraînement, qui a duré pendant des jours et des jours, je répète, échelonné sur 1 année. Et voici le résultat sur une musique de Ravel. Allons-y avec la descente à 45 mètres, avec Bimini and Stripe.
là, vraiment, j'accepte vos applaudissements parce que je la considère comme ma plus belle plongée. Bravo, c'était super. C'est magnifique. Bien sûr, l'homme descendra beaucoup plus profond. Aucun doute de ça, en apnée. L'homme tiendra peut-être jusqu'à 15 minutes d'apnée. Les yogis le font, mais pour des raisons transcendantales, pour des raisons d'ordre supérieur, pour entrer en fusion avec le cosmos. Nous n'avons pas encore très bien compris tout ça, nous, occidentaux. Rappelez-vous, je suis né en Extrême-Orient et je suis beaucoup la mentalité orientale. Je m'intéresse énormément au zen, au yoga. Je crois dans la toute-puissance du ki, qui est l'énergie vitale, totale, au prana, bien sûr. Mais je ne veux pas me lancer dans des grands discours pseudo-intellectuels. On va continuer maintenant de nouveau à vous parler de... Ah, d'abord, je veux remercier Patricia. Patricia Sims, thank you. You really did a fantastic job with this editing. N'est-ce pas? Patricia, maintenant, fait des films sur les belugas. Elle vous présentera ça demain. Alors, là, le revers de la médaille, parce que, comme dans le zazen, tout a un revers, tout a un opposé, le froid, le chaud, la femme, l'homme, le positif, le négatif. Et les dauphins ne sont pas tellement toujours disponibles et gentils, et les petits anges sous-marins. D'accord, ils ont cette espèce de sourire figé, mais qui est juste une forme de leur anatomie, mais qui ne reflète pas toujours vraiment leur état d'âme. Parce qu'ils ont des états d'âme, attention, vous allez le voir, je vais vous le prouver. Ils ont non seulement des états d'âme, mais ils ont aussi le sens de la télépathie. Et ça, je vous le garantis, si on a le temps, je vous donnerai des preuves tout à l'heure. Continuons avec Beaming and Stripe. Un an après, avec un groupe japonais, justement, qui m'avait très bien payé pour faire des photos de genre cheesecake. Vous savez ce que ça veut dire, cheesecake? Des photos sous l'eau, pour poser sous l'eau, près des coraux. Et il m'avait dit, mais tu n'as pas la possibilité d'avoir 1 ou 2 dauphins? Oui, je connais 2 dauphins, mais je ne sais pas s'ils s'y prêteront à ce genre de truc. Eux, ce qu'ils aiment, eux, c'est descendre avec moi à très grande profondeur et remonter. Ça a été une nouveauté pour eux. Tant pis, on va quand même essayer. Et vous allez voir les résultats. Un an après, je reviens là, donc, avec le groupe de photographes japonais. On trouve un beau petit récif. Je fais 2-3 plongées là-dessus. Et mes 2 dauphins commencent à s'énerver. Ils me disent, hey, nous, on veut aller avec toi. Ils ne me le disent pas en parole, mais je le sens, je sais ce qu'ils me disent. Ils disent, nous, hey, on veut aller en mer, nous, on veut aller s'amuser avec toi dans le Grand Bleu. Peut-être on va descendre encore plus profond. Pas du tout, on les laisse là, ils se tournent autour de moi, vous allez voir, ils commencent à s'énerver. Au bout de la 4e plongée, carrément, ils m'attaquent. Et je vous jure que j'ai eu une peur terrible. On repasse la séquence 2 fois, vous verrez, 4 coups très précis, des coups de rost. Et attention, hein, le rost d'un dauphin est terriblement puissant, ils peuvent bazarder un requin dans les gills, gills, comment on appelle ça, gills? Je vous dis, j'oublie mon français, dans les ouïes. Oui. Et ils n'ont pas voulu vraiment me faire mal. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de leur force. Mais ils ont voulu me donner une bonne leçon. Écoute, toi, on en a marre de ta bobine. On veut aller plonger en mer. Tu nous emmerdes ici avec tes histoires de photographes et tout. Allez, remonte à la surface, sinon on t'y fait remonter nous. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous allez le voir maintenant. Ok, on passe. C'est la première fois que je monte cette scène en public, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même au Japon. Donc je reviens un an après, on s'amuse un peu, mais déjà là, ils se demandent mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? On va pas plonger en profondeur, qu'est-ce qu'il nous montre? Des trucs idiots, à faire des vrilles comme ça, on connaît ça, ça nous amuse pas. Regardez bien. Il y a longtemps que j'ai pas vu ce métrage. Voilà, on arrive sur le récif là.
Et je leur dis, mais on va s'amuser un peu, mais pas, on va pas plonger, on va faire des vrilles, comment appelle-t-on ça, des vrilles, oui. Et ils comprennent tout de suite, hein. Vous avez vu? Tout de suite. C'est pas profond, c'est une douzaine de mètres, 15 mètres peut-être. Mais alors, le coup des vrilles leur a tellement plu que même tout seul, ils les font tout seuls en me suivant. Ils viennent voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, on sent là qu'ils sont déjà impatients, vous êtes d'accord? Ouais. Alors moi je viens prendre une pause à la... à la quoi, je sais pas. Non, là j'ai pas même posé. Ah non, on est allé trop vite. Là, ils commencent déjà à me flanquer des coups. Il faut revenir légèrement en arrière, excusez-moi messieurs. Vous avez laissé tourner le film pendant que je parlais, c'est pour ça. Légèrement, disons 10 secondes. Ok, on essaye maintenant. Non, c'est dommage. Ok, image. Bon, alors je m'installe. Regardez bien. 1, vous avez vu? 2, 3 et 4. En plein dans le cœur. Laissez remonter jusqu'à la surface. Laissez continuer le film. Je pense qu'on va le revoir, ça. Oui, voilà, on revoit la scène. Regardez bien, hein. 1 dans le dos. 2, 3 de derrière. Et 4 de face, en plein sur le thorax. Normalement, ils me suivaient toujours jusqu'à la surface. Là, ils m'ont dit, ah, on en a marre de toi, allez, remonte par toi-même. Sans se rendre compte de ce que j'ai souffert après. Attendez, bon, stop. C'est que j'ai vraiment souffert, attention, pas seulement physiquement. J'ai cru que j'avais une côte cassée, je suis allé chez le docteur et tout. Ça traînait, mais j'ai pas voulu vraiment me faire surveiller dans un hôpital ou quoi, mais pendant 2 bonnes semaines, Patricia vous le confirmera, j'ai souffert physiquement. Mais j'ai souffert surtout mentalement, psychiquement. Et je me suis dit, bravo, tu méritais ça. Une bonne leçon. Et j'espère que les dauphins et les baleines nous flanqueront à tous une bonne leçon. Mettez-vous à leur place. Ils doivent en avoir marre de voir ces espèces d'individus avec des longues jambes, des palmes, venir, des intrus à observer leur façon. Moi, je les ai vus s'accoupler sous l'eau. Les baleines à bosse. L'Allemand disait que personne n'avait filmé ça. On l'a presque filmé avec un Belge, justement, Étienne Verhagen. Nous l'avons presque filmé. Et dommage, je ne peux pas tout faire voir. Mais nous sommes des intrus, avouons-le. Pas seulement sous l'eau, mais sur terre aussi. Foutons-leur la paix à tous ces pauvres animaux, j'aime pas ce mot, à toutes ces créatures merveilleuses. Foutons-leur la paix. Imaginez-vous qu'arrive de Mars ou de... Non, Mars, il n'y a pas d'habitants. Il y en a peut-être eu, je suis sûr qu'il y en a eu. Mais d'un autre monde, des extraterrestres. Après, je vous raconterai une blague d'extraterrestres. Et qui viennent... Vous regardez le soir, à travers des caméras spéciales, à travers votre fenêtre, là, pendant que vous faites l'amour avec votre femme, qui viennent voir ce que vous mangez, comment vous allez aux toilettes, etc. Non, je vous assure, je ne dis pas ça pour me rendre intéressant. J'ai quand même dépassé la prime jeunesse, bien que je sois encore terriblement enthousiaste et plein de vie et tout. J'ai quand même 72 piges. Mais je le sens vraiment. Et je sens que nous allons... Je ne veux pas faire de la grande philosophie. On en a marre des choses intelligentes. Pensons un peu plus aux choses sensorielles, au sens que nous avons et que nous avions et que nous avons perdu. Vous avez entendu ces 2 Amérindiens hier. Il a fait un petit discours merveilleux là-dessus, justement.
Et c'est là-dessus qu'il faut que notre nouveau type de culture, de civilisation s'oriente. Vers l'intelligence des cellules. Il y a je ne sais pas combien de millions de cellules, et chaque petite cellule, mon ami André Van Liesbeth, grand maître du yoga, vous en parlera certainement mieux que moi, chaque cellule est pensante. Écoutons-les. Moi, je sais que personnellement, si j'ai pu, et je ne suis pas un grand athlète, voyez-vous, j'ai des poumons tout à fait normaux, c'est pas ça qui m'a fait aller en apnée. C'est l'intelligence de mes cellules que j'ai habitué en 35 ans d'apnée à compenser pour le manque d'oxygène relatif. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des discours de physiologie, bien que c'est indispensable de comprendre la physiologie pour pouvoir comprendre l'apnée. Alors, où en suis-je là? Oui, il y a 2 autres petites cassettes à passer. Quelle heure est-il là? Oui, il me reste quand même une demi-heure. Alors, maintenant nous passons à une chose très importante, justement. Les Homo delphinus de demain. Qu'est-ce que c'est qu'un Homo delphinus? Au fond, c'est un être humain qui s'est rapproché tellement de sa mère, M-E-R, originelle, qui ne peut plus s'en passer. Tous les jeunes apnéistes d'aujourd'hui sont devenus un peu comme moi. Moi-même, je ne peux pas me passer de la présence, de la vue de la mer. Donc, vous allez comprendre un peu, très brièvement, où je veux en venir avec Homo delphinus. Une chose indispensable, et je ne me suis pas intéressé à l'accouchement avec l'eau, pas dans l'eau, pas sous l'eau, mais avec l'eau. C'est tout à fait différent comme attitude, comme approche. L'accouchement sous l'eau, ça fait penser à quelque chose de sensationnel. Tu vois des gosses qui tiennent 4 minutes d'apnée, etc. On en a marre de l'aspect quantitatif des choses. René Guénon l'a dit beaucoup mieux que moi. Le règne de la quantité est les signes des temps. Nous sommes trop dans le règne de la quantité. Passons au règne de la qualité. Bien. Alors, j'ai trop de choses à dire. Et j'avais peur de bafouiller parce que, comme je l'ai dit au début, je suis devenu un véritable troglodyte à force de croire que je parlais plusieurs langues. Je ne sais plus parler français, mais ça n'a aucune importance. C'est comme le disait Claude, c'est le fond qui compte. Donc, la prochaine série, est-ce qu'on change de cassette? Je ne me souviens plus, oui, il faut changer de cassette, je crois. Nous allons vous montrer la préparation des futurs Homo delphinus en piscine, avec mon vieil ami, 20 ans maintenant, Denis Bruce, qui viendra dire quelques mots après. Puis nous verrons un accouchement, le premier accouchement que nous avons filmé du Japon avec une équipe japonaise. Ah, on est déjà là, ok. Allez-y, on continue. To live water, to rediscover water, to prepare themselves through water Denis Bruce. itself, to create another life. He confirms Mayol's feelings. Et va pouvoir aller à la rencontre d'elle-même. Elle seule, elle va pouvoir se recréer elle-même, parce que l'eau est une source de recréation. Life is water, and a pregnant woman who prepares herself to give birth will be Il faut able que vous mettiez vos casques to là. identify herself totally on all levels, physical, psychological, emotional and mental. In this way, the expectant mother is herself preparing to be reborn. Leurs propres limites, découvrent leur identité physiologique, physique et psychique. La traduction est en route, avec les casques. À une autre naissance. Dr. Michel Audin, father of underwater birth in France. Around the world, mothers are following the path of men like Igor Tchaikovsky, the original father of underwater birth, Denis Bruce, Dr. Michel Audin, and Jacques Mayol. Jack? Yeah. Do babies, newly born babies, have a much better ability to stand on water? Or
Yes, they do. Much better. You see, the baby has lived for 9 months in a totally aquatic world, in an amniotic sac. So he is used to the water. And the sooner you bring him back to the water, the easier it is for him to assimilate, to be inside the water, exactly like he was in his mother's womb. What did you think about the baby swimming? I think it's fantastic, but they should start even earlier, you know? This kid is, he's already 10 months old. He's a little bit old. We want to start them at 1 month. This will be the homo delphinus of the future, starting from birth, you know? Right from the beginning. Donc Brigitte Monteil et son époux, qui nous fait un petit striptease, un contrôle parfait de sa température interne grâce au yoga. Denis Bruce, qui est ici dans la salle et qui viendra nous dire 2 mots. On essaye un peu. On essaye pour voir où on est là. Allez, on y va. Alors je pars sous l'eau au rythme de mes contractions, c'est-à-dire que chaque fois que je ressens une contraction, je m'immerge en expiration sonique. C'est-à-dire que j'émets des sons qui varient suivant l'intensité de la contraction, en fait qui sont des repères pour Alain, comme ça il m'accompagne, et aussi pour le bébé. Regardez bien, ne manquez pas une seconde. Denis, un geste triomphal. D'accord. Quand même, tiens-lui la tête. Non, tiens-lui la tête. Touchant, n'est-ce pas? 1 heure après, mais vraiment, 1h30 après être passé dans une tente où il y avait de l'eau tiède, cordon ombilical coupé par les docteurs, Brigitte marchait sur la plage, son petit dans les bras. Viens, Denis, viens nous raconter 2-3 choses là-dessus. Où es-tu? Voilà, Denis est là. Le fond, il n'est pas dans les profondeurs ténébreuses. Le fond, il est à fleur d'eau, fleur de peau. Il est là à la surface. Bravo. Il est là le fond. Et l'intelligence, elle est là aussi, en nous tous.
Quelque part, il nous a fallu tout ce temps d'ignorance pour aller au plus près d'elle. C'est une histoire d'amour, finalement, qui nous lie à elle. Peut-être, peu importe si on y est dedans ou pas, mais en tout cas, c'est avec elle et à travers elle que nous passerons toujours tous les obstacles et que nous gagnerons. Et ceci, nous le ferons tous de plus en plus en jouant. Parce que c'est dans le jeu que l'on vivra notre réalité. C'est pour cela, c'est un petit clin d'œil. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait avec une facilité déconcertante. Parce que quand la femme est présente avec elle-même et avec cette mer, cet océan fantastique qui traverse à travers elle, qui est cette force, quand on la respecte et quand on se respecte soi-même, et qu'on arrive à des choses finalement simples. Cette femme fait un rêve. Elle a commencé d'abord ce rêve le 8 avril 1988, lorsque Jacques, tu t'en souviens, elle a accouché au fond d'une piscine. Elle n'a pas accouché dans l'eau, elle a accouché avec. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas assez de profondeur. C'est-à-dire que la peau ne s'était pas mise en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté. Elle a lâché Jacques, et tu te rappelles, c'est ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés en 1978. 10 ans avant. Oh, plutôt. Rappelle-toi, ça fait rien, les dates. C'est David. Ainsi, tel le dauphin ayant perçu dans l'onde les sons venus de loin, David s'en est allé vers sa mère. Et alors commença un grand voyage vers de beaux éclats rivages sur les grèves de la planète bleue. Et je parlais de mon premier maître. Car j'ai eu la chance de rencontrer plus de 252 000 bébés. Et ce sont mes maîtres, ce sont nos ancêtres. Ils sont au courant de choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence qu'on nous met dedans. Ils sont en relation avec ce qu'on appelle la connaissance, l'inné, l'acquis. Tout cela est en nous inscrit. C'est un grand jeu fantastique. Lorsque le bébé goûte à l'eau, il ne goûte pas à l'eau parce qu'il aime l'eau. Il goûte au liquide parce que le liquide lui ramène le plaisir. Donc ne mettons plus les gens dans l'eau. Laissons-les goûter à leur rythme et respectons le bébé, car il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Je voudrais vous dire ceci aussi. Et ceci, je suis transmetteur de messages. Je suis allé, avant que notre grand ami Haroun Tazieff ne disparaisse, Jacques, je suis allé le voir chez lui pour lui présenter des documents, car nous essayons de comprendre. Et je voudrais que nous associons tous nos incompréhensions, nos contradictions, nos paradoxes. Je voudrais qu'enfin on arrête de s'enfermer chacun dans ses isoloirs. Et pour retrouver cet océan, pour retrouver cette mer qui nous accompagnera toujours au fond des océans, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, il est indispensable que l'on se pose plus que des questions, mais ensemble. Mon ami, donc notre ami Haroun Tazieff, je lui ai posé la question une fois qu'il a vu les documents. Il s'est levé, et ceci s'est passé à Grenoble. Et il m'a dit, tu sais Denis, et il avait les larmes comme toi, Jacques, autour des yeux, quand tu as vu arriver Jonathan. Et exactement ces grands yeux bleus, avec son accent rocailleux. Oh Denis, tu sais, je ne crois plus en l'homme. J'ai dit, toi tu crois pas? Toi le rugbyman? Toi qui comme moi a fait les plaquages et tout, est allé au plus près de la terre et du feu? Toi tu vas me dire que tu ne crois pas en l'homme? Il m'a dit oui Denis. Et il m'a dit ceci avec beaucoup d'émotion. Et mon verré, il s'est mis en mouvement comme un feu. Et il m'a dit Denis, l'homme a perdu sa plus grande qualité. J'ai dit allez arrête de déconner. Mais enfin je lui ai dit quand même, dis-moi quelle est sa plus grande qualité? Et Jacques, tu sais ce qu'il m'a répondu? Je vais vous le dire. Il m'a dit, l'homme a perdu son instinct. Merci. Denis, tout ce qu'on a choisi. Avant que tu repartes, comment vont la mère et les enfants? Ah oui, très important, oui. Brigitte, ses enfants, Brigitte, ils ont quel âge aimé maintenant? aussi, là, hein? Jonathan. Tu vas pas pleurer non plus, non? Non, mais je maîtrise maintenant, tu sais, j'ai appris à grandir, je commence à avoir 57 ans, je commence à lâcher un petit peu l'enfant. Oui, je le lâche, cet enfant qui est dans Brigitte, moi. où est-elle? Attends, mon petit bonhomme, elle n'a pas lâché son enfant, elle. Elle n'a pas lâché non plus la femme qu'elle est. Et pour rester la femme qu'elle est, crois-moi, pour rester femme ou homme aujourd'hui, c'est pas facile. Compte tenu qu'on fait tout à notre place. Tu comprends ce que je dis là? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte? Brigitte, elle a fait une chose. C'est le problème, le temps, hein. Je sais. La temporalité. Je te l'avais dit d'ailleurs. On prend plus le temps. On prend plus le temps. Brigitte. Et Brigitte, où elle est? Eh bien, Brigitte, elle est à la maison. Brigitte, elle a repris ses études. Brigitte, elle a continué, mais seule, avec tout ce qu'elle a en elle, toute seule. Et elle l'a dit, et ceci à des millions de femmes. Parce que toute seule, tout seul, on peut faire son chemin.
Elle est allée retrouver la mer, elle est allée retrouver l'eau, et elle a donné la vie à 2 enfants. Sans caméra, attention, elle les a sans pas Jacques fait tout Mayol. seul, ces 2 enfants, quand même. Elle les a fait. Il fallait bien un homme là derrière. Oh, mais bien sûr. Mais bien sûr, il fallait un homme qui soit là derrière, comme tu dis. Ouais, avec. Oui, un homme avec la femme et la femme avec l'homme. Et alors, ça fera toujours des rencontres merveilleuses. Voilà. Merci, Denis. Et une chose, vraiment, s'il est vrai que l'homme a perdu son instinct, heureusement que la femme est là. Elle ne l'a pas perdu, elle. Merci. Bon, maintenant on va passer. Mais la femme, elle est dans l'homme aussi. Oui. Et le dauphin aussi, il est dans l'homme. Eh oui, mais tout est Allez, là. on s'arrête, on s'arrête. Je suis obligé de monter à pied jusque là-haut. Out of darkness came the first stirrings of our universe. There was fire, and then water. The emerging land. A victory of light over darkness. With a diversity of creatures. Space missions seek new knowledge, reaching further and further. Despite the achievements of mankind, there are worsening problems. Poverty, extinction of species, starvation, destruction of the environment, human suffering. As we enter the new millennium, we face a crisis of opportunity, but we can win by emphasizing our commonality. We share common beginnings, the air we breathe, the water we drink, the light we see. In the vast span of time since the universe was born, life has developed on our planet, equipped with a mind capable of unlocking the hidden schemes of nature and gazing into the vast ocean of space to discern the beginning of time, to pose the question, what am I? What is the nature of the force that gives us life? When we consider the great achievements of the past, one cannot help but ponder what mysterious beauty is being expressed by those human beings who gave us so much. A creative potential that some believe exists in every human soul. But time is against us. Change makes institutions and ideas obsolete. New ideas can move us closer, can move us forward. Science tells us we are part of a shared field of energy. We see the world differently, but we are joined to each other. We now exchange ideas and conduct commerce at the speed of light. We've moved silently into a global age where the decisions we make can affect the whole world. Perhaps the only remaining walls that separate us exist in our minds. Even those elected leaders with vision and compassion are forced to shelve their plans.
Cold financial realities impose on people and nations austerity measures. What if we could harness market forces in a new way? What if we could create a strategy that would breathe life back into communities across the world? Imagine the consumer response if one of our powerful corporations were to enter into a global partnership with underfunded development organizations to purify water supplies, saving the lives of millions of human beings who would otherwise perish from waterborne diseases. Through the power of communication, corporations with solutions to global problems would earn a genuine consumer and investor loyalty. Through the power of people's united concern, corporations and financial institutions could help fund the restoration of the natural world and revitalize communities all around the globe, across all frontiers of race, creed, or culture, where they would be welcomed as a friend. Light is the metaphor of love, peace and harmony, and of new beginnings. Imagine that we could redirect the energy of conflict into building a civilization that ensures the future of our children. And creativity could be unleashed if we were to build a future where everyone on earth were free to sing the song of their soul. Years ago, the Persian poet Saadi said, بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرید. All mankind are parts of the same body of creation, created from the same substance of life. When one part is afflicted with pain, other parts cannot remain at ease with themselves. In the Indian tradition of mantra, tolerance and understanding, tolerance and understanding, tolerance and understanding. Je trouve que ça valait vraiment la peine.